Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Sako camarade dans la maison, you already know what it is. Bon les gars, après ce voyage de Paris jusqu'à Abidjan, vous avez été nombreux à nous demander comment le trajet s'est passé, qu'est-ce qu'on a fait concrètement. Et là, je suis devant vous aujourd'hui pour vous expliquer tout le trajet de Paris jusqu'à Abidjan en voiture dans les moindres détails. Et ça va se faire sur 3 épisodes. Et ça, c'est le premier épisode. J'allais finir en prison. Déjà, l'idée me vient de façon très bête. Je décide d'aller à la CAN parce que la Côte d'Ivoire, c'est mon pays. Donc, je me dis, il faut que j'y aille. Il faut absolument que j'y aille. Et je décide d'aller regarder sur un site de réservation de billets, les billets d'avion. Donc, je vois le prix. Correct, ça me va. Je me dis, ok, je procrastine et je me dis, je vais prendre le mois prochain. Il ne faut jamais procrastiner dans la vie. Je repars le mois d'après, les prix ont triplé. Ils ont triplé le prix des billets. Triplé, pas doublé, triplé. Et à ce moment-là, je suis choqué. Je tombe des nues et qu'est-ce que je fais? Réflexe, j'appelle un pote qui travaille chez la compagnie en question. Mais pour rigoler, parce qu'il n'a aucune main sur le prix des billets. Il ne travaille pas du tout dans ce secteur-là. Donc je l'appelle et on rigole au téléphone. Je lui dis, ouais, franchement, vous abusez les gars. Vous avez augmenté le prix des billets et tout. On rigole. Je lui dis, si c'est comme ça, moi je vais aller à Abidjan en voiture. Hein. Et on rigole, on éclate de rire. Et quand on finit de rigoler, je m'arrête. Je dis, mais attends, c'est possible en vrai d'aller à Abidjan en voiture? Et c'est là que tout se débloque. Dès que j'ai eu l'idée, j'ai appelé mon grand frère. J'appelle mon grand frère. Je lui dis, est-ce que tu veux venir à Abidjan avec moi en voiture? Il m'a dit, oublie-moi. J'appelle mon père, je lui dis, il dit, petit, tu es malade. Donc, ils ont créé l'avion. Pour 26 heures, tu laisses l'avion, c'est voiture, tu es prêt. Tu bouges pas. Tu es devant moi. Donc, j'insiste. Et ce que je fais, c'est que je vais me renseigner sur le côté sécuritaire au niveau du désert. Donc, j'appelle des gens qui habitent là-bas. Je rentre pas forcément dans les détails parce que je vais y venir. Mais j'appelle les gens qui vont là. Donc, ils me rassurent. Et entre-temps, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a Randy et Crésus. Ils rentrent dans le concept et c'est là qu'on commence à monter un dossier et aller chercher des partenaires qui sont intéressés par la CAN et par le continent africain. En fait, le problème, c'est que moi, l'idée, je l'ai en juin. Le temps de tout mettre en place, on commence à demander aux partenaires de nous soutenir en septembre, octobre. Et la CAN, c'est en décembre. Donc, le temps, il est short et tout. On est sur une période où les entreprises bouclent leur budget. Donc, franchement, on n'a que des noms. Non. Nous, on comptait sur le budget qu'on allait aller chercher des partenaires pour acheter une voiture pour faire le voyage. La voiture que moi j'avais, cette voiture-là, c'était ma voiture personnelle. Donc, on arrive à un moment où on est à 1 mois du départ. On a 0 partenaire et on n'a pas de voiture. Et j'avoue, les autres, ils étaient un peu... ça y est, hein. Et moi, j'étais en mode, non, ça y est pas, frérot. Ça fait 3 mois qu'on bosse sur ce truc-là. On peut pas tout laisser tomber comme ça. Et c'est là que je décide de sacrifier, entre guillemets, ma voiture personnelle et ma voiture familiale pour faire le trajet. Ok. Et pour les préparatifs, je vous cache pas que vous avez vu, hein, j'ai fait des vidéos, je suis allé chez le mécano, genre j'apprends un truc, vidange, tout ça. C'était que des conneries, j'ai rien appris. J'ai rien appris en allant chez le mécano. Et voilà, il y a des préparatifs, on achète ce qu'il faut, des bonbons anti-crevaison. Je vais chez Noroto, on s'est vraiment renseigné sur tout. Et le jour du départ arrive. Les gars, on est à Porte de Vanves. On se donne rendez-vous à 6 h du matin à Porte de Vanves. Oh, ça va? 26 décembre, Paris. Mais on part de Porte de Vanves. On dirait on allait à Orléans. Non, Abidjan. Abidjan, les gars. C'était incroyable. Et on part, honnêtement, on se bride un peu en termes de bagages parce que la voiture, c'était une SUV 4x4. Elle était spacieuse, mais c'était pas un vrai 4x4 super grand. Donc, et c'était pas un van non plus. Et avant de quitter, moi j'ai ma petite fille que j'embrasse. Je suis retombé sur les images. C'était quand même une petite partie émotive. Et je vous jure que c'était genre bizarre. Jusqu'au moment où on a démarré, on réalisait pas vraiment ce qu'on s'apprêtait à faire. Faut mettre Abidjan. Hein. Comment Abidjan? Il faut mettre Abidjan. Mais le GPS a dit que tu as su. Il faut mettre Abidjan. Lui-même, il va bégayer. Abidjan, Côte d'Ivoire. 7200 km. C'est une dingue. C'est que tu pars à l'aventure et en vrai, tu sais pas trop ce qui t'attend, tu vois. Mais voilà, je dis au revoir et c'est comme ça, on va à la guerre, tu vois. Et là, on traverse toute la France, il se passe pas grand-chose, on trace complètement. C'est là-bas la première station-service. Oui, on met l'essence, ça qu'on va payer l'essence. Première tournée. On vient de fouler la terre espagnole. Et je me rappelle sur les réseaux, il n'y avait pas de réaction. Donc voilà, je pense que les gens, ils n'y ont pas cru jusqu'à ce qu'on arrive au Maroc. Parce que là, on traverse la France,
On arrive en Espagne et on arrive à Tarifa. Et c'est à Tarifa qu'on va traverser, que la voiture va monter sur le bateau et qu'on va traverser. Et la traversée à Tarifa, comme on est vraiment au sud de l'Espagne et qu'on est au détroit du Gibraltar, la traversée, elle dure 45 minutes. C'est-à-dire que tu arrives comme ça, tu guettes, tu vois Tanger de l'Espagne. Mais du coup, on met 45 minutes à traverser. On traverse, on arrive à Tanger, à la douane, première dinguerie. Randy, il avait du matériel, il faut savoir que Randy, c'est un réalisateur incroyable. Et dans le matériel, il avait un drone. Et nous, on ne savait pas qu'au Maroc, les drones étaient interdits. Et on arrive, il fouille dans nos sacs et tout. Procédure normale, quoi. Il fouille. Boum, il trouve le drone. Il nous regarde, il me dit, c'est quoi ça? Je sais pas, c'est un drone. Il me dit, ah non, ça passe pas. Et là, on se dit, c'est une blague. La vidéo, moi, c'est mort. Il a appelé un gars qu'il connaissait, il me dit, c'est mort. Là, le Maroc, avec ce qu'ils ont vécu il y a quelques années, le pays, il est en haute sécurité, il n'y a pas de drone. Et la première désillusion, on se retrouve sans drone, alors qu'on avait prévu de faire des images de fou et tout. Du coup, on part, en fait, quand on rentre dans le Maroc, on vient d'arriver, on a faim, on est fatigué. Et là, on commence à tourner, mais personne ne sait trop où on va manger. Je ne sais plus qui conduisait, mais à un moment, ça s'embrouille en mode hey, les gars, c'est ça y est là. Bon, la tension, elle monte un peu. Après, on va manger, ça redescend. Tout le monde est calme, on rigole. On passe à autre chose. On se dit, voilà, on relativise pour le drone. Et on trouve un hôtel. On va, on se couche, on dort. Chacun sa chambre, on dort. Le lendemain, on part de Tanger. Boum, direction Marrakech. Et Marrakech, qui dit Marrakech, on passe par Casa. Il y a des Camerounais, des followers de Randy. Avec mes caméras sont partout. Qui viennent nous voir à Casa, on discute un peu. Je crois qu'on est allé manger avec eux. Et ensuite, on prend directement la route. On arrive à Marrakech, on avait prévu de dormir là-bas. On dort à Marrakech. Honnêtement, tout se passe bien. Et le lendemain, on avait décidé de faire une action humanitaire. Vous savez, à Marrakech, il y a eu un tremblement de terre il y a quelques années. Donc, on est allé dans les montagnes à Amzmiz. On était en partenariat avec l'ONG Life. Et on a fait des dons, on a parlé aux habitants. Les Marocains, ils sont en mode hospitalité de ouf. On arrive là-bas, montagne, il fait un peu froid dans les montagnes. On fait les dons, on joue avec les enfants, on rigole, repas. Écoutez bien, le mec il ramène un tagine, viande incroyable, frites, pommes de terre, tout. On mange. C'est pas on le voit, il revient 30 minutes après, deuxième tagine, poulet, frites, tout. Et il nous regarde, mange. Mange. On mange. On finit de manger, c'est pas, il revient avec un troisième tagine. Tonton. Et le tagine était couvert. On a dit non. Et là, il l'ouvre comme ça, c'était des fruits. On a dit ah. Et lui, il savait ce qu'il faisait, c'était super drôle. Et franchement, ça se passe bien là-bas et tout. On finit de faire les dons, on rentre à l'hôtel, on dort. Et le lendemain, boum, direction Agadir. On descend, Agadir, Tantan, Layoun, Tarfaya. Avec toute la place qu'il y a là-bas, tout ça, il a décidé. On arrive déjà, je pense que c'est Layoun ou Tarfaya, où il y a une plage magnifique et tout. Est-ce que vous êtes prêts? Oh là là. On fait un peu de quad. Tout se passe bien, on mange, on reprend la route, on continue. On est bien, honnêtement, on est bien. Oh, de la cycliste là. Toi-même faut voir. Non, toi-même faut voir. Les gens commencent à se dire, de toute façon, à partir du moment où on est arrivé au Maroc et que les gens ont vu qu'on était vraiment au Maroc, ils se sont dit, mais ils sont vraiment en train de le faire. Et c'est là où les gens ont commencé à réagir sur les réseaux. Ils ont commencé à suivre le périple et tout ça. Donc on traverse Tarfaya, tout ça. On arrive à Dakhla. Vous allez entendre parler de Dakhla, les gars. Incroyable spot. Ils font du kitesurf. Vous savez, le surf là avec le parachute là. Incroyable. Spot de ouf. Les plages, elles sont super belles. Et c'était le 31 décembre. On était le 31 décembre, je me souviens très bien. Coucher de soleil incroyable, incroyable. Lever de soleil le matin. Non, mais il faut que tu le montres. Vous mettre des images, vous allez voir. C'était juste incroyable. On traverse Dakhla, on continue tout le trajet. On arrive à Birgendouz. On a traversé le désert. On arrive même sur un spot, avant même d'arriver à Birgendouz. On arrive sur un spot avec Crésus et Randy. Falaise, coucher de soleil, incroyable. On se dit, les gars, il faut qu'on s'arrête. On s'arrête, bouffée d'air, on se pose, on regarde le coucher de soleil devant la mer. Magnifique. Et je me rends compte en fait que si on avait fait ce trajet-là en avion, on n'aurait jamais vécu ça. Vous avez vu ce mood là? Vous avez vu ça? C'est une dinguerie. T'as vu ça? Est-ce que dans l'avion, toi, tu peux voir ces choses? Non, je peux pas voir ça. Oh, les gens déconnent trop. Merde. Moi, je voulais dire un truc. T'as vu les vagues? T'as vu les vagues? Comment elles balancent? Ouais. C'est comme ça, le Cameroun va balancer pour sortir de la canne. C'est là où la magie de ce voyage s'opère. Tout est beau, tout est bon. On était bien. Honnêtement, on était bien. Le groupe vivait bien, comme dit Didier Deschamps. Il est parti à la station, on va lui faire une blague. Crésus, il s'est calé dans un coin. Et je vais disparaître avec la voiture. Crésus, il est là-bas. On continue le trajet. On arrive à Birgendouz. Je sais
pense qu'il était 13h, 14h. On cherche des restos. Il y avait un resto qui était en train de préparer, faire la mise en place. Un deuxième resto qui était fermé. C'était une petite ville. Et on se retrouve à avoir faim et il n'y avait pas de resto. Qu'est-ce qu'on fait? On va à la boutique. Casse-dalle. On prend des pains, vous savez, on prend le pain, on prend du fromage frais. Tu sais, on ouvre, boum, on badigeonne, saucisson, on a faim, on mange. Et là, on a senti un peu le côté Hesse un peu. On arrive à la frontière, 13h et quelques, je sais plus, mais on attend 1 heure. Écoutez bien, c'est une dinguerie ce que je fais. Ouais, après 3 jours passés au Maroc, là on va enfin sortir du Maroc là. Et voilà, poste frontalier. Il y a là les camions derrière. Genre vraiment, t'as vu? On passe 3 heures à la frontière. Messieurs, dames, écoutez bien, 3 heures. On attend, il se passe rien. Pas de douanier, rien. Et au bout de 3 heures, là, on voit des policiers arriver. Mais ils sont chauds. Je sens qu'il y a un truc qui se passe. Et là, on se rend compte qu'ils venaient de faire une grosse saisie. Je sais pas où. Ils venaient de faire une grosse saisie. Ils étaient tous contents. Et au bout de 30 minutes après leur saisie, là, ils commencent à faire passer les gens. Donc là, nous, on va pour s'enregistrer. Et arrivé à nous, là, le douanier, il ouvre le coffre. Il prend les valises, il ouvre les valises, il regarde les autres valises. Et moi, j'avais une chaussure, c'était des Doc Martens, ok? Grosse semelle comme ça. C'était pas dans une valise, rien du tout, elle était posée dans le coffre de la voiture comme ça. Et il regarde les Doc. Il pose les valises, il prend les Doc, il regarde les Doc, il me regarde. Je me dis, ouais, il aime bien ma chaussure. Mais son regard, il ne dit pas qu'il aime bien ma chaussure. Il regarde les Doc, il me regarde. Et je commence à avoir peur. Et là, il prend les Doc, il va dans son bureau, il ressort, il a un couteau dans la main. Il me regarde, il regarde les Doc. Et après, je comprends. Je dis, mais attends, je suis à la douane, grosse semelle. Ah, il croit que j'ai caché de la gueudreau dans ma semelle. Et quand je comprends ça, je le regarde et il continue à regarder. Il regarde, mais vénère. La tension, elle monte. Il a tellement regardé que même moi, j'ai cru que j'avais de la drogue dans ma semelle. J'ai eu peur. Après, il prend son couteau, il va dans ce bureau. Et je les vois dans leur bureau, ils parlent entre collègues. Et après, il ressort, il me donne mes chaussures, il me dit pas. Les gars, j'ai cru que j'allais finir en prison. Hein. J'ai eu peur parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer. En tout cas, sur le coup, moi je sais que j'ai rien à me reprocher. Mais sur le coup, c'était tellement intense, fort, que j'ai cru que j'allais finir en prison. Et au final, ils nous laissent passer. C'est la fin de cet épisode, mais vous allez me retrouver dans le prochain épisode. Là, c'était Paris-Maroc. Dans le prochain épisode, je vais vous raconter Mauritanie, Guinée. Mais dès le début de la Mauritanie, il y a des dingueries qui se passent et sur tout le trajet, vous allez être choqués. Je suis là pour vous donner tous les tips si vous voulez faire le voyage, le trajet, pour vous donner tous les petits trucs à savoir pour pouvoir être le plus bien possible sur le trajet. Donc, restez connectés sur le prochain épisode, ça va être incroyable. Vous voyez ou pas? Là, vous me l'avez vu, elle est imparable. Imparable? À partir de ce pays, sinon ils vont nous frapper.